Bonsoir à tous, bienvenue dans cet ultime débat consacré aux élections territoriales. 90 minutes en français ce soir, 90 minutes en tahitien demain soir pour convaincre les électeurs à moins d'une semaine du second tour. Voici nos invités ce soir. Si vous le permettez, je voudrais aussi à mon tour remercier les électeurs qui ont permis à Atia Purinetia d'être au second tour de ces élections, alors que les têtes de liste de mes deux collègues, qui ne sont pas là aujourd'hui, je le regrette, avaient prédit qu'ils seraient seuls au second tour. Les uns et les autres avaient agité le chiffon bleu et le chiffon orange pour dire de toute façon, ne gaspillez pas vos voix, il n'y a que deux partis qui seront au second tour. Eh bien, Atia Purinetia, soutenu par plus de 25 000 électeurs, est présent au second tour. Et je voudrais saluer aussi les 45 000 électeurs qui se sont prononcés pour l'autonomie, mais pour une autre autonomie, qui souhaitent ce changement. Certains se sont appelés la relève, d'autres le changement, mais tous partagent cette idée qu'il faut construire différemment notre pays. Et je suis certain que nous allons tous nous rassembler pour que ce changement soit concrétisé le 5 mai, parce que je considère, et nous considérons à Atia Purinetia, que les compteurs sont remis à zéro pour cette élection du deuxième tour, parce que c'est une nouvelle élection en fait qui commence. Il y a 3 candidats à la présidence du pays. M. Gaston Floss, représenté aujourd'hui par M. Fritsch, M. Oscar Temaru, représenté par M. Géraud, et moi-même. Et j'espère que, notamment ceux qui ne se sont pas déplacés au premier tour, viendront voter le 5 mai. C'est l'occasion ou jamais d'exprimer ce souci de changer les choses, parce que je crois que parmi les 9 listes du premier tour, beaucoup attendaient de voir ce qui allait sortir de ce premier scrutin. Et je suis donc ravi d'être là personnellement pour pouvoir présenter ce programme que nous défendons depuis le début. Mais alors, qu'est-ce que vous dites justement en particulier aux électeurs qui sont dans la misère, qui sont dans la rue, qui n'ont plus aucun revenu? Eh bien, je leur dis effectivement qu'il y a un système qui a aujourd'hui montré ses limites et qui s'est essoufflé. On peut regretter, alors que nous savions tous que le CEP allait durer un temps, que la reconversion économique n'ait pas été préparée suffisamment. On a eu tendance à vouloir dépenser plutôt qu'investir. Et lorsque des investissements étaient réalisés, ils étaient démesurés par rapport à la taille de notre pays. Nous sommes un pays grand comme l'Europe, c'est vrai, mais nous sommes moins de 300 000 habitants. Il faut revenir à une commande publique, certes, qui vient soutenir l'économie, mais à la mesure de notre économie. Arrêtons de pouvoir avoir cette folie des grandeurs qui va venir reconstruire des choses énormes, mais qu'on ne peut pas payer à 270 000 habitants. Donc nous disons simplement qu'il faut d'abord apprendre à faire mieux avec ce qu'on a. Apprendre à faire mieux avec ce qu'on a, ça veut dire aussi réformer cette administration, la reconcentrer sur ses missions essentielles, qui pour nous sont l'éducation et la santé, et mettre en place effectivement un plan d'urgence pour venir en aide à ces personnes défavorisées que nous voyons tous les jours. Les SDF aujourd'hui dorment dans les rues de propriété. Les SDF dorment dans les rues de propriété aujourd'hui. Lorsque j'entends M. Géraud parler de 37 milliards, de 2 milliards d'excédents fiscaux en fin d'année, on ne peut pas trouver un petit peu d'argent pour aider ces personnes à ne plus dormir dans la rue. On ne peut pas les aider à sortir de cette rue, à avoir un plan d'urgence qui permette déjà de les sortir. Vous proposez des foyers? Je pense qu'il faut que le pays accompagne les démarches qui sont aujourd'hui courageuses, faites par les confessions religieuses, qui viennent aider avec le peu de moyens qu'elles ont. Lorsque j'entends qu'il y a 2 milliards d'excédents fiscaux, c'est-à-dire 2 milliards qui n'étaient pas attribués, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis tout de suite en place un foyer, effectivement, ou des foyers, qu'on n'est pas venu soutenir ces initiatives? Il faut sortir ces gens de la misère qui sont aujourd'hui dans la rue, qui font les poubelles pour manger. Eh bien, on va poser Édouard Fritsch, vous ne vous sentez pas trop d'accord avec Édouard Fritsch sur cette intervention. Est-ce que l'emploi, la relance de l'emploi, pour vous, ça passe aussi notamment par les îles? Écoutez, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'allocation, parce qu'on a parlé d'une allocation pour mère au foyer, or on ne parlait pas de la même chose, on parlait bien des gens qui dormaient dans la rue. Et je crois qu'il y a un vrai plan d'urgence à mettre en place, parce que ceux-là n'ont plus de foyer. Et je ne comprends pas, encore une fois, que l'on puisse avoir des excédents budgétaires et qu'on n'ait pas mis en place des dispositifs d'urgence pour les sortir de la rue. On veut faire du tourisme notre premier moteur économique. On ne peut pas non plus admettre qu'une partie de la population continue à passer devant ces gens sans les voir et que le gouvernement ne mette pas des moyens en urgence pour venir répondre à cette problématique très précise, qui est une situation d'urgence dans le traitement social de notre population. Nous disons depuis le début qu'il faut ramener de l'emploi pour redonner la dignité aux familles, effectivement. Et cet emploi, il faut, en particulier à l'adresse des jeunes, faire en sorte que l'on n'attire plus non plus les jeunes vers simplement des dispositifs de type DIGE ou SIGE qui viennent
leur permettent, c'est vrai, d'avoir un petit peu d'argent pendant un petit peu de temps, mais qui ne permettent pas à ces jeunes de se situer dans une projection, Dans un parcours à long. parcours qui leur permettent d'apprendre des métiers, leur permettent d'apprendre à pouvoir ensuite maîtriser des savoir-faire qu'ils puissent créer de l'activité derrière. derrière. J'ai des SIG, si je ne me trompe pas. C'est la formation en même temps. C'est le but annoncé dans les textes. Mais nous savons tous qu'on a employé beaucoup de DIGE pour aller nettoyer les bords de route, pour aller enjoliver certaines communes, surtout celles qui étaient du bon côté. Donc vous privilégiez la formation, c'est ça? Nous souhaitons ramener effectivement l'ensemble des dispositifs vers l'employabilité de nos jeunes. Donc la formation, leur apprendre un métier, que ce soit avec l'alternance, que ce soit avec l'apprentissage, que ce soit à travers ce qu'on a appelé des services citoyens. C'est-à-dire que nous allons appeler à des projets sur des sites d'intérêt touristique, d'intérêt culturel, d'intérêt environnemental, et faire en sorte que par la procédure d'appel à projets, les projets les plus intéressants, qui mobiliseront le plus de jeunes, mais surtout qui leur permettront d'apprendre des métiers, eh bien, soient retenus, plutôt que d'aller faire de la distribution. Mais alors, dans votre programme, vous souhaitez rémunérer les formations, c'est-à-dire rémunérer les jeunes qui sont en formation, Absolument. Rémunérer aussi les formateurs, tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent. Oui. Alors, j'ai deux questions là-dessus. Est-ce que c'est une mesure pour tous les chômeurs et où est-ce que vous trouvez tout l'argent pour financer tout ça? D'abord, nous disons qu'on va faire avec ce qu'on a. Il y a aujourd'hui des milliards qui sont mis dans les CEPIA, qui sont l'espèce de DIGE transformée. C'est-à-dire que les CEPIA, les SIG, vous annulez tout ça? Nous allons les transformer pour que ce soit effectivement du service citoyen ou des emplois aidés en alternance, en apprentissage. C'est-à-dire que la logique, effectivement, elle est de venir en aide aux familles, mais elle est avant tout aussi de faire en sorte que ces jeunes apprennent un métier. Et je voudrais dire à mon ami Edouard Fritsch que je suis assez étonné de la position qu'il vient de prendre en disant la commande publique n'est plus la priorité du Tarouéra, parce qu'apparemment, ça n'est pas le même programme que Gaston Floss. Lorsque j'étais sur une autre antenne l'autre soir, on m'a parlé de 60 milliards sur l'aéroport, de 100 milliards à Faratea, de 100 milliards à Teranui, et la solution ne venait que de la commande publique comme on a toujours fait. Je constate que le programme a évolué en une semaine, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut effectivement revenir sur des choses. Terminer cette réponse, et ensuite Edouard Fritsch répondra. C'est toujours pareil. Monsieur Rofritsch, nous ne sommes pas en contradiction avec Monsieur Floss. Au contraire, nous sommes en parfaite harmonie. Je suis désolé. Alors, je suis très embêté puisqu'il vous a traité de fou à l'antenne en disant quel est le fou qui peut parler de 500 milliards. C'est pas moi qui l'ai affirmé. On reviendra sur cet C'est dommage qu'il ne soit pas là parce que je crois que vous n'avez pas le même programme. C'était vous qui étiez visé. Et je me souviens bien d'ailleurs que vous n'aviez pas le même programme puisque le président délégué a proposé un programme qui n'a pas été retenu. On va laisser Anthony Géros exprimer les mesures de l'UPLD. Teva Fritsch, vous avez une vision un petit peu plus modeste peut-être des grands travaux qu'il faut faire en Polynésie. Teva Fritsch, je vous laisse commencer, puis Edouard Fritsch, vous poursuivrez sur les grands travaux, chacun que vous souhaitez faire dans votre programme. Je veux dire à mon ami Edouard Fritsch, il ne faut pas s'énerver. On est là pour débattre et loin de moi c'est bon. la volonté de prendre les uns ou les autres pour des idiots, bien au contraire. Mais je constate quand même que ce n'est pas le même programme que le Tarouéra défend ce soir, que celui qui est défendu depuis le début de la campagne. Effectivement, nous avons une vision plus mesurée de ces travaux. Nous pensons par exemple que pour l'aéroport de Tahiti-Faa'a, il faut le mettre aux normes, il faut le rénover, il faut l'adapter davantage au tourisme actuel. Mais un programme de 60 milliards en rasant tout pour refaire entièrement du neuf, ça n'est pas à la portée de la Polynésie aujourd'hui. En Calédonie, ils viennent de refaire un aéroport pour 12 milliards. Pourquoi cherchons-nous toujours, dans cette des grandeurs, à faire plus? Il faut savoir s'adapter à la situation du pays et effectivement avoir des travaux qui soient aussi à la mesure des entreprises polynésiennes. M. Fritsch disait, Hikoutini, que je ne connais pas, n'aura pas de travaux parce qu'il faut faire travailler des très grandes entreprises. Eh bien justement, c'est peut-être une approche différente. Alors, il faut que nous puissions mettre en place des équipements, parce qu'il faut continuer d'équiper le pays, mais qui permettent aussi aux entreprises polynésiennes d'avoir des carnets qui se remplissent pour qu'ils puissent à nouveau embaucher, préserver les emplois qui existent aujourd'hui ou en créer de nouveaux. Nous souhaitons aussi accompagner tous ces jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi et leur permettre, en tout cas sur les 6 premiers mois, eh bien de bénéficier de mesures d'exonération de charges sociales, d'alléger le coût de l'embauche, le coût du travail, pour que nos jeunes puissent remettre un pied dans l'entreprise et pas simplement nettoyer les bords de route. On ne peut pas condamner la jeunesse de notre pays à nettoyer des bords de route pour faire simplement de la redistribution politique. Et je pèse mes mots. Ce qui est important aussi, puisque nous sommes dans le secteur social, nous pensons qu'il faut mobiliser tous les moyens publics pour faire du logement. Il y a des crédits au contrat de projet qui n'ont pas été utilisés. Il y a une usine à gaz, effectivement, qu'il faut redéfinir, qu'il faut simplifier. J'avais, en mon temps, fait des propositions à l'État. Et si nous revenons, si j'arrive, en tout cas,
à la plus haute responsabilité de ce pays, je prendrai mon bâton de pèlerin pour qu'avec l'État, ces crédits ne repartent pas, que nous puissions utiliser les dispositions du contrat de projet pour faire du logement. On reviendra au logement tout à l'heure, mais je voudrais quand même que vous précisiez les autres grands travaux que vous envisagez, même si ce ne sont pas des travaux aussi grands peut-être que le Nous ne sommes plus dans le social. Parce que je voudrais terminer peut-être vous pouvez reparler le du social si vous voulez, mais là je pensais parler des grands travaux et de ce que vous envisagez. Je crois que vous voulez travailler à Bora Bora notamment. Oui, alors simplement, avant de répondre à votre question, si vous le permettez, en matière également sociale, je pense qu'il faut suspendre les expulsions qu'il y a dans les lotissements sociaux aujourd'hui. Nous sommes en période de crise, on ne peut pas mettre les gens qui ont encore un toit dehors alors que la situation est critique. Ça suppose bien entendu mettre en place des situations individualisées, des plans de sortie et de résorption de l'endettement qu'ils ont pu cumuler. Il y a eu effectivement des campagnes politiques où on leur a dit ne payez plus vos loyers, de toute façon vous serez propriétaire demain et tout est gratuit. C'est le problème et c'est aussi le fruit de ces promesses électorales qui ont été faites. Et aujourd'hui, ce sont ceux qui les ont faites qui les expulsent. Je crois qu'il faut arrêter aussi ces contradictions permanentes que l'on peut avoir pendant la campagne, puis quand on est aux affaires. Il faut également libérer le foncier pour permettre à la population qui a des projets de valoriser ce foncier domanial notamment. La Polynésie est le premier propriétaire foncier dans notre pays. Il faut mettre à disposition, au travers de baux qui seront signés, ces terres des Polynésiens pour qu'ils puissent produire déjà, avant de penser à exporter, pour l'autosuffisance alimentaire, pour qu'ils puissent avoir un potager et nourrir leur famille. Ça, c'est une urgence. Je viens sur les grands travaux, Bora Bora. On vous écoute. Bora Bora, nous avons aussi une vraie différence d'approche avec le Tahoeira Huilatira. J'entendais l'autre soir M. Floss, pardonnez-moi de parler de lui, mais c'est la tête de liste. Il est candidat pour être président. Même M. Frisch dit Fiu. Vous voyez ? Mais c'est le problème, c'est qu'ils l'ont quand même choisi comme tête de liste. Et donc, à Bora Bora, je pense que c'est une ineptie de venir parler d'un aéroport où en faire atterrir des Airbus A340 ou A320 au-dessus des hôtels 5 étoiles qui ont été faits à coup de défiscalisation sur ces dernières années. Lorsque des touristes de très haute gamme vont payer une fortune des chambres d'hôtel, pensez-vous vraiment qu'ils veulent avoir un Airbus au-dessus de leur tête à 1h du matin? C'est faux. Ça n'est pas la bonne orientation qu'il faut faire. Nous souhaitons... Vous avez surtout contesté les grands travaux que projette le Tahoeira. Est-ce que vous avez quand même un grand chantier à... Nous souhaitons améliorer donc l'aéroport de Bora Bora. Nous souhaitons agrandir le parking pour accueillir ces jets privés. Nous souhaitons avoir un accueil digne du tourisme de luxe qui a été mis en place pour Bora Bora. Et nous souhaitons effectivement faire en sorte aussi que le village de Veitapé soit mis à la hauteur de ce qu'attendent les touristes qui viennent. De très grands chantiers. Non, nous venons sur des chantiers pour continuer à équiper la Polynésie qui soit à la mesure de notre pays, à la mesure d'un endettement qui soit soutenable. Rien pour désengorger le centre-ville, un téléphérique, un tramway. Vous étiez sur Bora Bora, c'est pour ça que je suis resté là-bas. Parlons des grands travaux en général. Il va falloir effectivement que l'on mobilise aussi l'Europe et l'État sur le financement de ces infrastructures nécessaires pour résorber les embouteillages qui empoisonnent la vie de tous les jours. Alors le tramway ou le téléphérique? Aucun des deux. Ni l'un ni l'autre. Aucun des deux. Déjà, il y a la route des coteaux, il y a l'accès à Papeete qui doit se faire, effectivement. Nous pensons que sur les expropriations qui ont été faites sur le tracé de Te Aranui, il faut mettre en place, plutôt qu'un nouveau Te Aranui, des réseaux secondaires qui vont venir permettre aux personnes qui restent dans leur commune de pouvoir circuler en dehors du grand flux de circulation. Nous pensons aussi qu'il faut remettre en place ce grand projet de route traversière de Tahiti pour permettre d'accéder à la presqu'île sans forcément passer par la ville de Papeete. Voilà, il y a des choses que l'on peut faire. Il faut aussi aller chercher l'Europe. Et vous savez, pour avoir travaillé avec M. Gaston Floss, M. Gaston Floss n'a pas souhaité que l'Europe vienne mettre son nez dans les projets d'infrastructures sur lesquels il voulait avoir la pleine main. Il souhaitait faire les tracés lui-même, il souhaitait décider où est-ce qu'on devait sortir de la route et où est-ce qu'on ne doit pas sortir. Faratea est un bon exemple. Nous sommes quand même les seuls au monde à faire un port bien en face de la houle, où aucun bateau aujourd'hui ne peut venir accoster. Il faut arrêter cette démesure. On va écouter Édouard Fritsch répondre, soit sur Gaston Floss, soit sur les grands travaux. Il est fiou de parler de Gaston Floss, il nous l'a dit. Thévaro Fritsch, vous parlez dans votre programme de 23 milliards non utilisés dans le contrat de projet. Est-ce que vous avez connaissance de la raison pour laquelle ces 23 milliards n'ont pas été utilisés et de la façon dont vous pourriez les utiliser? D'abord, je suis ravi de constater que M. Fritsch nous rejoigne sur cette position sur les logements sociaux. Vous parlez des expulsions? Sur les expulsions, sur effectivement la nécessité aussi de rendre propriétaires ceux qui payaient des loyers depuis des années et qui ont été mis en place, notamment par le Tahoeira Huilatira, et qui ont payé des loyers même après que les emprunts aient été amortis. Et donc il est important effectivement que les uns et les autres puissent revoir leurs copies. Je parle des
de ceux qui se présentent aux élections pour qu'effectivement ceux qui sont dans les lotissements sociaux soient enfin entendus, parce que ça fait des années qu'ils demandent tout ça. Et c'est pour ça que je souriais un petit peu lorsque j'entendais mes amis parler, parce que l'un est quand même au pouvoir aujourd'hui et l'autre l'a été pendant des années. Mais aujourd'hui, tout le monde vient dire il faut corriger tout ça, il faut changer ce système, même s'ils n'aiment pas trop ce mot-là, c'est bien un système qui a été mis en place. Je voudrais aussi juste rapidement revenir sur cette problématique de la circulation. Effectivement, il y a des travaux qui vont prendre des années pour être mis en place. Mais nous, on dit aussi qu'il faut revenir à des choses simples. Lorsqu'on parle de la circulation, on sait tous qu'il y a un problème sur le transport en commun dans notre pays. Si nous avions tout simplement des bus qui étaient à l'heure, qui respectaient les arrêts de bus, sur lesquels les familles pourraient s'appuyer pour mettre les enfants à l'école et que ce soit bien organisé, que ce soit avec un peu plus de rigueur suivie. Avec des voies réservées aux bus, c'est ça? Pourquoi pas avec une voie effectivement réservée aux bus? Et puis qu'il y ait des arrêts de bus et qu'il y ait des bus qui s'arrêtent à l'arrêt de bus et pas 50 mètres avant ou 100 mètres après. Que l'on ne soit pas obligé de faire courir nos enfants parmi les voitures à leur risque. Voilà, des choses simples. On dit effectivement il faut se projeter dans l'avenir. Mais commençons par faire ce que l'on peut réaliser aujourd'hui. Les bus en font partie. C'est un poison qui, effectivement, ronge toute la population tous les jours. On parlait de ceux qui se levaient à 4 heures du matin. Un autre équipement qu'il faut mettre en place, c'est ce lycée de Mouria. Ça fait des années qu'on parle du besoin du lycée de Mouria. Il y a des jeunes, ce matin encore, puisque j'étais en réunion hier soir à Mouria, il y a des centaines de jeunes qui prennent tous les matins le ferry, qui se lèvent aux aurores pour pouvoir venir à l'école. Alors que Montréal est une île qui a grandi depuis ces dernières années, qui a beaucoup plus de population. Les terrains ont été acquis. Il faut construire ce lycée. Et j'avais à l'époque un projet également d'installer un institut de la mer, de formation au métier de la mer. Il faut sortir l'IFMPC qui est à Faréouté, complètement enclavé, qui n'a rien à faire dans une zone industrielle, et le mettre à Mouria pour permettre à nos enfants d'apprendre ces métiers de la mer, que ce soit dans le commerce, dans les loisirs ou dans la pêche. Et donc il y a des projets simples que l'on peut mener. Le pays est propriétaire d'infrastructures à Mouria. Reconvertissons-les, utilisons-les pour faire en sorte que ce soit mieux utilisé. Alors, j'aimerais à présent qu'on parle de santé, Teva Roufridj, parce qu'on prend un petit peu de retard sur ce que nous avions prévu. Simplement, sur la santé, est-ce que la population craint d'être moins bien soignée plus tard, dans l'avenir, et elle craint en même temps de devoir payer plus cher? Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Et comment est-ce qu'on peut corriger ça? On constate aussi là qu'il y a eu des choix qui ont été faits, qui n'ont pas été heureux. La construction de cet hôpital était nécessaire. Nous savons tous que maman avait bien vécu, et les installations étaient devenues vétustes. Mais souvenez-vous des discussions à l'époque avec l'État qui mettaient en garde notre collectivité en disant « Il faut que vous construisiez un hôpital, mais faites-le à votre mesure ». Et le premier projet était autour de 10 milliards. Il a fini à 40 milliards. Et on connaît tous les dessins qui ont été faits, refaits, les changements de plans qui ont été faits parce que le président a dit. La facture, nous la payons aujourd'hui parce qu'avec un coût de fonctionnement qui avoisine les 20 milliards, on est venu vider tous les moyens de la médecine de proximité, les dispensaires, l'hôpital de Afritu, de Uturua, de Nukuhiva. On sait bien qu'aujourd'hui, on manque de moyens parce que l'hôpital a capté tous ces subsides. Bien sûr, mais vous n'allez pas détruire l'hôpital, donc qu'est-ce que vous préconisez pour corriger ce déséquilibre? Il y a le même nombre de lits entre Mammo et cet hôpital. Et on n'a même plus les moyens de payer l'oncologue qui doit venir soigner s'occuper du service de cancérologie. Donc si vous êtes élu président, qu'est-ce que vous allez faire? Nous pensons que l'État doit être appelé au financement d'une partie du fonctionnement de l'hôpital et en particulier de la cancérologie. Nous pensons qu'il faut revoir cette loi, la retirer d'ailleurs, et remettre en place une loi qui traitera les conséquences sanitaires, économiques et sociales des essais nucléaires. Et l'État a une responsabilité à assumer en matière de santé en Polynésie. Il y a eu depuis des services de l'État qui ont reconnu... Vous avez une idée assez précise de la somme que vous allez demander? Il s'agira d'étudier cela avec les experts de l'État, parce qu'il faut arrêter aussi cette logique de venir sous forme de guichet et simplement réclamer des chèques en blanc. Les chèques en blanc, ça n'est plus possible. On ne peut plus échanger des caisses de langoustes contre des chèques en blanc. Ça s'est fait par le passé, ça n'est plus possible. Il faut étudier cela, il faut accepter aussi d'ouvrir et de donner la transparence sur la gestion du pays. Il faut qu'on redonne des moyens aux dispensaires, qu'on puisse élargir davantage les horaires d'accueil de la population. Ça veut dire aussi passer donc des accords avec la médecine libérale. Il faut utiliser cette médecine libérale qui est disposée sous forme de conventions spécifiques à assurer aussi une partie de service public et faire en sorte donc que l'on puisse non plus opposer la médecine libérale à la médecine publique, mais qu'on puisse faire en sorte de rassembler tout ce monde et de mieux servir nos populations.
Anthony. Vous avez vu les statistiques. Il court On va encore en le politique. fréquenter, cet hôpital. On va le fréquenter. Il est mal élevé. Hein. Il faut le faire taire. Non, ce garçon. vous êtes en débat. Il est mal élevé. Laissez-moi parler. Débattre, allez-y. Oui, la Laissez-moi parole est libérée à nouveau. Voilà. Il est mal élevé. Le Tahuera ne supporte pas qu'il y ait d'autres Il avis. faut que l'on Allez-y. regarde. Un mot, Teva Roufritch, sur la prévention ou éventuellement une réponse à Edouard Fritsch. Ensuite, Anthony Giros, vous nous direz aussi un mot sur les papes. Oui, bon, Monsieur Fritsch ne veut plus parler de Monsieur Floss, il veut parler d'avenir. Ce sont ses termes. Pourtant, ils l'ont choisi comme tête de liste. Il est bon, je comprends bien qu'il y a une contradiction donc intrinsèque, intense en son sein, qui est de se dire mais je veux parler d'avenir et donc je ne dois pas parler de Gaston Floss. Je l'ai bien entendu comme tous les téléspectateurs. Ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, le Tahuera nous reparle de terre à nouilles, du tunnel sous l'eau, des diges, des siges. Et nous dit même qu'à Fa'a, il enverra des médecins cubains, c'est-à-dire qu'il ne considère pas les communes qui ne seront pas oranges. C'est-à-dire que la population, où elle est de la bonne couleur, où elle ne sera pas considérée. Je trouve effectivement qu'on revient dans les vieilles recettes. Lorsque l'on parle de cet hôpital qui est censé être construit pour 40 ans, pourquoi alors, plutôt que de faire des grands espaces vides, on n'est pas venu mettre plus de lits qu'à Mamor? Pourquoi on n'est pas venu anticiper le vieillissement de la population, anticiper les besoins que nous connaissons tous sur ces maladies non transmissibles que sont l'obésité et le diabète qui rongent aujourd'hui la population? Pourquoi est-ce qu'on est venu simplement mettre le même nombre de lits, mais par contre qu'on a fait cette espèce de pirogue retournée, qu'on est venu mettre beaucoup de vides partout, des jardins qui ne sont jamais visités? Et si vous visitez aujourd'hui l'hôpital, vous vous rendrez compte qu'on n'a pas l'impression qu'il vienne se finir. Malheureusement, il y a un problème d'entretien du bâtiment. Et déjà, on peut constater de l'eau qui suinte, on peut constater tout un tas de dégradations qui sont dans ce bâtiment qui ne tiendra pas 40 ans si des mesures ne sont pas prises. Sur la prévention, effectivement, tirons le bilan de cette politique de prévention et de l'EPAP, puisque le Tahuera vient de nous annoncer que l'EPAP va revivre. Nous pensons qu'il faut redonner les moyens à la prévention, mais avant aussi aux services de santé, parce que ce sont les premiers qui doivent porter cette politique de prévention, mais également la jeunesse plus de prévention, et au sport. mais pas en repassant par l'EPAP. Mais pourquoi aller créer encore une autre structure pour venir doubler les services qui existent? Il y a la jeunesse et les sports, il y a la santé. Faisons confiance aux fonctionnaires qui sont à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on crée une espèce de guichet où on vient finalement demander des subventions qui sont ensuite instruites par ces services-là? Nous, on dit qu'il faut faire confiance aux services existants. Mais il faut aller plus loin. De l'argent de la prévention tout de même. Bien entendu, puisque des taxes ont été levées à l'époque pour financer cette prévention. Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin. Comment expliquez-vous que certaines limonades produites localement ont un taux de sucre beaucoup plus important que partout dans le monde? C'est-à-dire qu'il faut aussi arrêter cette hypocrisie qu'il y a de venir taxer un peu plus pour avoir de l'argent à distribuer. Non, il faut aller au bout de la logique. Revenons, il faut traiter ce problème dans notre population qui est celui du sucre et du sel. Il y a une accoutumance qui a été faite à ces produits-là. Il faut donc imposer une réduction de ces taux de sucre dans l'alimentation des Polynésiens. C'est une clé. Nous savons que génétiquement, les Polynésiens qui ont traversé le Pacifique ont un patrimoine génétique qui cumule davantage de stocks, puisque c'est une sélection naturelle. C'est fait. Il faut donc non pas avoir cette hypocrisie de taxer pour distribuer et traiter vraiment le mal à la source. Et il faut travailler avec les services de santé, de jeunesse et de sport. Teva Roufritch, qu'est-ce que vous répondez à tous ces projets du Tahuera sur le secteur primaire? Quels sont les vôtres? J'ai écouté attentivement le monde merveilleux d'Edouard Fritsch. Je voudrais rappeler simplement que le contrat de développement 2000-2003, 40 milliards, moins d'1 milliard sur l'agriculture. Et ça, c'est du temps du Tahuera Huiratira. Le Tahuera n'a jamais considéré le secteur primaire. Edouard peut-être, mais ça n'a pas été la volonté du leader. Excusez-moi d'en reparler, parce que c'est bien lui qui se présente. Ce n'est pas Edouard qui est candidat à la présidence de la Polynésie, c'est bien M. Gaston Floss. Il y a effectivement un recentrage à faire sur la production agricole dans notre pays. Edouard. Lorsque Edouard Fritsch parle du citron des Marquises, il fait bien, effectivement, parce qu'il y a une vraie capacité à produire des agrumes là-bas, en matière d'élevage également. Vous connaissez l'un des drames des Marquises, c'est que le premier propriétaire foncier aux Marquises, c'est la Polynésie française. Il faut donc mettre à disposition des acteurs économiques ces réserves foncières, à Nukuhiva, dans toutes les îles de ces Marquises, et on peut produire davantage. Mais je dirais aussi, et là on se rejoint, c'est qu'au-delà de dire planter, 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 parce que si on ne fait que ça, on finit par planter le monde agricole. Il faut aussi organiser les circuits logistiques, mettre des équipements, que ce soit aux Australes ou aux Marquises, pour permettre ou de respecter une chaîne de froid, ou de respecter des conditions de stockage et d'acheminement par le transport maritime sur Papeete. Ensuite, nous pensons, nous, qu'on doit organiser un vrai marché de gros.
il y a eu une initiative qui a été celle de Keiho Turo, mais qui finalement a fait confiance à une partie du secteur privé contre l'autre. Nous pensons que il faut à ce moment-là que la Polynésie prenne ses responsabilités et qu'elle organise complètement ce marché de gros, mais ou alors on le confie au secteur privé par une vraie procédure d'appel à concurrence. Mais le choix qui a été fait partisan de n'en prendre que quelques-uns et de venir mettre des fonds publics ne me semble pas le plus pertinent. Ensuite, bien entendu, l'élevage, je pense que nous avons de vraies capacités à produire, encore une fois aux Marquises, peut-être à Travers également, sur cette production de viande bovine qui aujourd'hui est très peu consommée localement. On importe beaucoup de cette viande, notamment de Nouvelle-Zélande, qui est très bonne, mais je crois en notre capacité à produire en Polynésie, mais il faut y mettre les moyens, et la Polynésie doit enfin prendre ce tournant vers l'autonomie alimentaire. Lorsque j'entends parler de la pêche, j'ai aussi moi-même occupé des fonctions au ministère de la Pêche. On a monté une économie soi-disant mixte dans le secteur de la pêche. Vous savez, le principe de l'économie mixte, c'est public-privé. Or, malheureusement, avec des montages en défiscalisation, avec l'utilisation du Fonds pour la reconversion économique polynésienne, on est venu créer un port de pêche de toutes pièces sur fonds publics, monter une société Tsaitinui qui est venue financer des bateaux de pêche, et M. Fritsch l'a dit, qui pourrissent aujourd'hui, pour la plupart, dans le port de pêche de Papeete. Et ensuite, on est venu créer une société, Aveia, qui vient embaucher des marins pêcheurs et des patrons de pêche, des capitaines de pêche, salariés, donc que nous payons tous, et qui viennent faire une concurrence déloyale, et bien sur fonds publics, aux pêcheurs qui, eux, essayent de s'en sortir par leurs propres moyens. Donc on a inventé une nouvelle économie mixte en Polynésie, elle est plus public-privé, elle est public-public. Il faut sortir de ce système. On a prétendu à un moment, peut-être pour aller trop vite et pour décider seul, eh bien de créer Tsaitinui Rava'ai, de venir sur fonds publics décréter qu'il faut aller construire ces bateaux en Chine. Il fallait, sans écouter les professionnels, leur dire maintenant, vous laissez les bonus et vous allez gérer des bateaux de pêche. Et on voit la situation qui est là aujourd'hui. Et je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus de hauteur qui soit prise sur ce sujet-là, parce que c'est bien le Tahuera qui a créé cette situation-là à l'époque avec Tsaitinui Rava'ai. Et nous sommes aujourd'hui sous le coup d'un risque de requalification si ces bateaux ne sont pas en situation de pêche. Je crois que ça va s'achever en fin d'année et au début de l'année 2014, mais il ne faut pas renouveler cette expérience. Si le Tahuera revient, on va poursuivre Tsaitinui Rava'ai et pourquoi pas se mettre à racheter d'autres bateaux en Chine. Il faut arrêter tout ça. Et un dernier mot sur la perliculture. Sur la perliculture, je me suis aussi élevé d'entrer sur ce projet de Tsaiti Pearl Consortium. On ne peut pas, sur fonds publics, venir s'occuper de commercialisation de perles. Nous avions, nous, en accord avec l'ensemble du secteur, mis en place un projet de réforme de la filière, de qualité, et effectivement, qui visait à faire appliquer les règles par l'ensemble de cette filière. Il y a eu pendant des années, dans les années 2000, des distributions de concessions maritimes d'1 hectare, de 2 hectares, de 10 hectares. On est venu faire de la politique, il faut le dire. Et normalement, on peut greffer 12 000 nacres par hectare. Sauf qu'on est venu ensuite déverser pour 1 hectare 100 000 perles. Ça veut bien dire qu'il n'y a pas eu de respect de ces règles, qu'il n'y a pas eu de tri fait au départ. Et nous pensons qu'il faut revenir sur la qualité de la production, effectivement, et que le gouvernement doit accompagner les perliculteurs sur la qualité de la production. Mais on ne doit pas se mêler de commercialisation. Merci Tevaro Fritsch. Anthony Giros, on va laisser Tevaro Fritsch réagir parce qu'il souhaitait le faire à vos propos et ensuite on va passer à un autre thème qui vous est cher, la réinscription et l'indépendance. Oui, je voudrais juste dire un mot. D'abord, les Espagnols viennent débarquer à Papeete. Donc il y a effectivement des évolutions qui se font, mais attention, il y a un scandale aujourd'hui, c'est qu'on autorise les Espagnols à venir pêcher du méca et d'autres espadons dans nos eaux, proximité, quand nous-mêmes, nous n'avons pas les autorisations pour venir exporter vers l'Europe les mêmes poissons pour des questions de mercure. Pourtant, ce sont les mêmes règles d'accès à l'Union européenne qui sont mises en place et je ne comprends pas que le gouvernement se soit pas saisi de ce sujet pour faire en sorte que l'on puisse nous aussi avoir recours à ce genre de pêche. Mais je voudrais dire que il y a dans le projet de TNR aujourd'hui, et M. Giros n'est pas allé jusqu'au bout, il parle de la sortie de défiscalisation. J'ai appris cette semaine que Tsaitinui Rava'ai s'apprête à remonter un montage en défiscalisation pour 1 milliard pour aller financer de nouveaux bateaux dans Tsaitinui Rava'ai, c'est-à-dire en contradiction avec ce que vient de dire M. Giros. Il n'est peut-être pas au courant, peut-être que la société vit toute seule, mais le président de TNR est en train de monter ce projet de remettre une couche et de nous endetter à nouveau sur plusieurs années. Et je voudrais dire que dans le programme de rééquipement des navires qui a été fait, l'un des soucis, c'est qu'on a converti des navires congélateurs pour faire de la pêche fraîche. Et donc, on est venu concurrencer les petites unités de 13 mètres avec des navires beaucoup plus grands, une capacité beaucoup plus forte. Donc, on est venu quand même, par des décisions politiques, chambouler tout ça et redonner une concurrence sur fonds publics par rapport
au secteur privé qui, lui, eh bien, voit passer ses navires subventionnés et ne peut pas s'en sortir. Alors, comme promis, on va parler de réinscription, d'indépendance, d'autonomie. Teva Rohfritsch, rapidement sur cette réinscription et éventuellement sur l'autonomie et l'indépendance. Nous nous sommes exprimés assez tôt et très clairement sur ce sujet-là. J'avais même appelé, pour reprendre la formule M. Fritsch, ceux qui se disent autonomistes, à ce que nous soyons unis pour intervenir auprès de François Hollande, intervenir auprès de M. Ban Ki-moon pour qu'on signe un courrier commun. J'étais même prêt à mettre ceux du Tarouéra en premier signataire, puisque apparemment ça posait aussi quelques soucis de cet ordre-là, pour qu'on soit tous unis sur cette cause-là. Nous l'avions déjà fait. D'abord, je trouve que la position n'est pas très claire au Tarouéra. J'ai bien entendu attentivement les propos qui ont été tenus. C'est retirer cette demande telle qu'elle a été formulée. Il y a eu aussi la mention de « pour le moment ». Nous ferons une pause. Ça veut bien dire que dans le temps, la situation peut évoluer. Nous avons été fermes sur ce sujet. J'ai écrit avec l'ensemble des membres de Hatia pour Inetia au président Hollande et il nous a répondu par l'intermédiaire de son chef de cabinet pour dire qu'il se prononçait contre ce projet. Nous n'avons pas le luxe aujourd'hui de partir dans de telles quêtes à New York. Il faut traiter la situation d'urgence de notre pays. Le problème, c'est si cette initiative aboutissait. Et je me souviens des propos à l'époque tenus par d'autres dits autonomistes qui disaient « mais on n'y croit pas, c'est pas la peine de s'en occuper ». M. Temaru savait très bien ce qu'il faisait et il allait au bout de son combat. Malheureusement, si nous sommes inscrits, nous allons tomber dans un système de référendum tous les 10 ans, 15 ans. Tant que la Polynésie dira non à cet accès à l'indépendance, on va reposer la question. C'est ce que nous avons pu observer dans d'autres États qui sont devenus aujourd'hui des États. Et donc, ça va poser un problème dans le Pacifique Sud notamment. Ça va poser un problème parce qu'au moment où nous sommes en crise, au moment où nous avons besoin de redonner de la confiance aux investisseurs et surtout de la perspective aux investisseurs, on va se retrouver dans une situation où on va ponctuer notre économie de rendez-vous tous les 10 ans. Ça n'est pas possible, ça n'est pas une bonne situation pour redonner de la confiance dans notre pays et de la visibilité. Nous, ce que nous disons, c'est à ce moment-là, pourquoi ne pas organiser un référendum ? Organisons un référendum avec l'État, demandons à l'État, puisque M. Hollande, je rappelle quand même que c'est l'UPLD qui a fait campagne pour M. Hollande, cet ami de Oscar Temaru, cet ami des Polynésiens, qui devait d'ailleurs, a fait beaucoup de promesses pendant cette campagne électorale. Eh bien, demandons à M. Hollande de faire ce référendum, mais ensuite nous disons qu'on nous laisse la paix pendant 25 ans pour développer notre pays. Et dans 25 ans, on reposera la question. Un parallèle a été fait sur la Calédonie. Un parallèle a été fait. Aujourd'hui, ce sont les indépendantistes qui disent « on n'est pas prêt pour faire le référendum, il vaut mieux repousser ». Ça veut bien donc dire qu'il faut donner du temps à un pays pour se développer. Et la démarche de l'ONU ne nous permettra plus de maîtriser ce calendrier. Teva Rohfritsch, merci. Alors, Teva Rohfritsch, vous avez 1 minute 30 pour terminer. Je voudrais effectivement m'adresser aux Polynésiens pour leur dire que cette élection du 5 mai est l'une des plus importantes que l'on ait connues sur les 15 dernières années. Nous avons l'occasion, le 5 mai, tous ensemble, de tourner une page de notre histoire. Nous avons l'occasion de dire qu'un ancien système a vécu, avec de bons côtés et de moins bons côtés. Nous ne sommes pas là pour le juger, mais il est temps, effectivement, de tourner cette page. Il est temps de construire différemment cette autonomie que nous avons au sein de la République française, de construire avec l'État et non pas contre l'État, mais savoir également se lever quand les intérêts des Polynésiens sont en jeu. Il est important aussi de rétablir une gestion saine des fonds publics, une gestion honnête, transparente, partager les pouvoirs, faire en sorte que les archipels puissent davantage s'exprimer, arrêter de mettre à genoux les maires pour obtenir une subvention, partager les compétences et faire en sorte que notre jeunesse et l'emploi soit au cœur de la préoccupation des prochaines années. Il est important de permettre à notre jeunesse enfin de s'exprimer dans notre pays, de ne pas la condamner à des diges ou des siges et à des formules que nous avons déjà bien trop connues. Il est important de mettre en place ces énergies nouvelles, de libérer les énergies dans notre pays. Pour Inetia, que personne n'attendait au second tour, propose cette voie du changement et appelle à rassembler tous ceux qui ne souhaitent pas que l'autre autonomie revienne au pouvoir. Eh bien, votez Hatia pour Inetia et faites-nous confiance. Nous sommes prêts pour diriger le pays. Merci à tous les trois. Excellente soirée à tous. Yaoran.